Voilà maintenant que la CFDT Journalistes publie un livret de ressources et conseils pour accompagner les journalistes dans leur rôle démocratique face à l'extrême droite. Je vous assure, c'est sidérant. Je l'ai sous les yeux. Ils auront leur label, ces journalistes syndiqués à la CFDT sûrement. Je lis ce qui est écrit sur leur site internet. Promouvoir un journalisme qui favorise une société de connaissance et de respect mutuel. Un livret qui existe en deux versions, une synthétique pour aller droit à l'essentiel et une augmentée pour approfondir. La poussée de l'extrême droite en France et hors de nos frontières est devenue un fait majeur au point que son issue semble parfois inéluctable. Nous n'avons que deux choix aujourd'hui, accepter ou lutter. Pas contre certaines formations politiques, mais pour un journalisme exigeant et responsable, etc., etc. Je vous assure, ce monde devient dingue. C'est exactement ce que disait Mussolini quand il a créé le Conseil de l'ordre des journalistes. Ouais. C'est exactement la rhétorique fasciste. Exactement. Je vous renvoie aux travaux qui ont été faits sur la création du Conseil de l'ordre des journalistes par Benito Mussolini. C'est la rhétorique. Il faut une information honnête, il faut une information objective, il faut une information morale. Le Conseil de l'ordre des journalistes, dites-vous. De Mussolini, c'est lui qui l'a créé, oui. Ouais, c'est le ministère de la vérité c'est ça. De l'époque. Alors, ce qu'il faut bien lire, c'est la motivation, quoi. C'est toujours pour le bien de l'humanité, mais c'est toujours parce qu'on est moral, c'est toujours parce qu'on est honnête qu'on veut imposer son système. Le plus grand personnage de toute l'histoire, c'est Tartuffe. Hein. Je veux dire, on n'a rien inventé de plus grand que Tartuffe. Tartuffe de Molière. C'est très intéressant ce que dit Gilbert Collard, parce que moi j'ai vraiment la sensation que la censure s'est déplacée sur l'échiquier politique. Les radios libres, c'était la gauche dans les années 80 et c'était la droite qui voulait censurer. Évidemment, sous De Gaulle ou Perfit vérifiait le conducteur du journal télévisé. Et là, et puis mai 68, il est interdit d'interdire avec évidemment les excès qu'on a connus également. Et maintenant c'est devenu, il faut tout interdire à gauche, un goût de la censure extraordinaire. C'est eux qui ont milité, je pense aux écologistes et à LFI pour faire fermer C8. C'est eux qui militent matin, midi et soir pour faire fermer CNews. Il y a même Thomas Porte qui a dit aujourd'hui qu'il fallait nous mettre hors d'état de nuire. Je le cite. Donc, il a dit ça carrément, lui. Oui, il faut les mettre hors d'état de nuire. Voilà ce qu'a dit un député de la nation. C'est la rhétorique de la terreur. Oui, mais alors regardez par exemple ce que je lis sur les dénominations. Alors ça, c'est des conseils, c'est une sorte de petit livret qui est donné aux journalistes CFDT. Attention au relifting sémantique, soyons clairs. Le Conseil d'État a confirmé en mars 2024 la circulaire du ministère de l'Intérieur plaçant le RN à l'extrême droite. Ce qui est un scandale d'ailleurs, la position du Conseil d'État. Oui, tout à fait abusif. Parce que l'extrême droite, c'est effectivement très péjoratif. Bon, le PCF et LFI à gauche. LFI, par exemple, n'est pas à gauche. Voilà, LFI n'est pas qualifié d'extrême gauche. Et Lutte ouvrière ou le NPA à l'extrême gauche. Le Rassemblement national rejette le qualificatif d'extrême droite au profit de cette droite nationale ou droite nationaliste, mais ces termes ne signifient rien de précis en sciences politiques, qui, en revanche, retiennent les critères suivants pour ranger un parti dans la catégorie extrême droite: inégalitarisme, nationalisme et sécuritarisme. Si l'on veut préciser l'idéologie du RN, on peut ajouter le qualificatif de national-populiste ou de nationaliste sur les infographies ou cartes électorales. Leur couleur historique est bien le brun, pas le bleu auquel ils aspirent. Il faut y veiller. Changer de couleur entraverait les analyses sur des périodes historiques longues. Mais je vous assure, attendez, c'est un syndicat, c'est la CFDT, c'est pas un truc d'État. Ça ne correspond en rien aux critères de la science politique pour définir l'extrême droite. De base, l'extrême droite refuse toute forme de vie démocratique. Elle est pour le parti unique. Et contre toute forme d'expression du suffrage populaire. Ce qui n'est pas le cas d'aucun parti en France, sauf peut-être LFI de temps en temps, quoi. J'étais en train de regarder, il y a 35 000 journalistes qui disposent d'une carte de presse. Environ 10% des salariés sont syndiqués, c'était le chiffre en 2019. Et la CFDT représenterait un peu plus de 20% des journalistes syndiqués. Donc ça représente vraiment une partie infime des journalistes. Mais c'est un climat, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de syndicats. On connaissait le cercle de la raison, on connaît désormais le syndicat de la raison. Sauf que les autres syndicats, pour certains d'entre eux, sont nettement plus à gauche que celui de la CFDT. Oui, effectivement. Si tu veux, tu peux l'augmenter. Mais j'essayais de voir si ça a imprimé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un grand nombre de journalistes qui vont écouter religieusement la CFDT. C'est plutôt un syndicat. C'est des modérés. Il a raison, la CFDT, c'est des modérés. Par exemple, là,
là, si vous êtes journaliste, réagir au premier dérapage de votre média. Cela peut arriver brutalement, changement d'actionnaire, nomination douteuse, licenciement brutal, ou plus insidieusement, un édito borderline. Ce qui est intéressant, je le disais ce matin, et ça vous intéresse directement, Gilbert Collard, tout l'État profond ne supporte pas l'idée d'alternance. L'État profond, je citais Rémi Rioux, qui va peut-être être président de la Cour des comptes, qui est un socialiste bon teint. J'ai rien contre lui. Il se trouve qu'il n'y a que des socialistes au poste de commande dans l'appareil d'État. Et comme on a quand même quelques connexions où on arrive à parler avec les uns et les autres, un préfet me rapportait l'autre jour qu'il était présent dans une réunion où Pierre Moscovici était là aussi. Et il y avait des nominations qui se mettaient en place ou des possibilités en tout cas de changement. Et Pierre Moscovici disait non, on ne va pas changer cet homme-là, on en aura besoin en 2027. C'est-à-dire que l'État profond a déjà anticipé l'alternance. Mais effectivement, l'État profond, c'est tout l'appareil PS. Avant, il y avait l'appareil sans doute RPR dans les années 70 ou 80, mais l'appareil d'État est PS. Donc s'il y a alternance, comment faire pour que tous ces gens-là acceptent le scrutin et mettent en place une politique qui aura été... Il faut faire ce qu'a fait Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a viré tout le monde. Mais comment vous virez tout le monde ? Mais on y arrive, ne vous inquiétez pas. Il avait demandé à Charras de s'en occuper. Mais vous virez pas le président du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas. Vous ne virez pas le président du Conseil d'État. Vous ne virez pas le président de la Cour des comptes. J'ai bien connu Charras, notamment chez mon ami Gilles Portejoie dans l'Allier. Et Charras disait, moi, quand on m'emmerde, je fais un contrôle fiscal. Et croyez-moi, je ne voudrais pas trahir des confidences qui m'ont été faites, il y a beaucoup de prétentieux que Charras a calmés. Beaucoup de donneurs de leçons que la méthode Charras a calmé. Oui, mais vous comprenez bien que ça ne peut pas être une méthode, Gilbert Collard. Pour, non, c'est pas moral, donc je condamne. Non, mais même ça ne peut pas être efficace au plus haut niveau de l'État. Vous n'allez pas mettre des... Non, mais attendez, mais Pascal, si on commence à s'interroger... C'est par la voie référendaire, Non, mais si on commence... Comment vous faites avec... C'est-à-dire que sur la question migratoire... Tu peux pas la faire, là. Sur la question migratoire... Ah oui, d'accord, mais quand il parle du président de la Cour des comptes, par exemple, oui, voilà, il est là. Il est là. Le président du Conseil constitutionnel, il est nommé. Et attendez le référendum sur l'immigration. Le Conseil constitutionnel vous dira que la Constitution ne permet pas de faire un référendum sur l'immigration. Si on s'intéressait de près, qu'elle soit de RN ou de droite d'ailleurs, attention. Moi je dis pas, ça peut être la même chose s'il y a une alternance avec Bruno Retailleau, une alternance vraiment libérale. David Lisnard par exemple. Ou de David Lisnard. Comment vous faites avec l'appareil d'État ? Écoutez, ces gens qui sont installés dans le pouvoir depuis des années et des années ne sont pas restés honnêtes. Je le préjuge. Honnêtement, moi, je fais une analyse différente de la haute. Par exemple, Rémi Rioux, en fait, l'analyse que je fais souvent, c'est que ces gens se sont fait un système pour eux. Oui, voilà, c'est ce que j'appelle ne pas rester honnête. Ils se sont fait un système pour eux. Ils ont créé des institutions qui ne servent à rien. Oui, voilà, et ils vivent de ça. Et où on dispense allègrement l'argent des Français. Par exemple, l'aide de l'Agence de France du développement, c'est M. Rioux. Moi, j'ai appris ce matin, c'est-à-dire que Dieu donne 1,3 million pour la santé mentale des jeunes de Gaza. C'est invraisemblable. Ce sont des systèmes de détournement de fonds, ça. Oui, parce qu'en plus, l'argent, ça m'étonnerait qu'il aille pour la santé mentale. Pour la santé mentale des jeunes de Gaza. Attention, soyons prudents pour ne pas avoir d'ennui. On ne peut pas dire que les responsables de ces détournements sont ceux qui sont à la manette. Moi, je crois pas ça. L'argent part où, comment, on ne sait pas. Mais il revient où, comment, c'est pas non plus. Je pense pas qu'ils sont malhonnêtes. Je pense qu'ils ont fait l'ENA. Qu'après, il faut trouver un job et tu as créé une suradministration. Oui, c'est ça. Dans l'administration. Voilà, pour que ces gens-là... C'est le mécanisme totalitaire décrit par Hannah Arendt, ça je suis désolé, dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui au passage. Elle le décrit noir sur blanc dans les origines du totalitarisme. Alors on retrouve ça avec effectivement le journalisme en France, qui sera très opposé sans doute à une alternance, que ce soit d'ailleurs une alternance très libérale avec David Lisnard ou une alternance avec le Rassemblement national. Et on voit bien
toute la sphère médiatique opposée à l'alternance, qui est au fond à la fois macroniste, et même si elle pouvait être plus à gauche, ça serait sans doute mieux pour l'espace médiatique. Moi, ce qui me dérange dans ce livre, pour jouer notre rôle démocratique que présente la CFDT, c'est le face à l'extrême droite. Il n'y aurait pas écrit extrême droite. Après tout, s'ils ont envie de faire un livret pour dire attention, s'il y a des éditos qui déraillent un peu, si vous avez l'impression que c'est plus la même rédaction, bon. Après tout, il faut un petit rappel, pourquoi pas. Mais c'est le face à l'extrême droite qui me choque le plus, parce que ça veut dire de fait qu'ils sont positionnés. Ah bah oui, il l'assume. Hein. La patronne de la CFDT expliquait qu'elle ne voulait pas avoir des responsables de la CFDT d'extrême droite. Dans le programme du RN, je vois, tel qu'il est mis en place, privatisation de l'audiovisuel public, forte baisse des aides à la presse. C'est vrai que si aujourd'hui vous enlevez les 10 millions au monde, les 8 millions qui sont donnés, mais on se demande pourquoi c'est donné. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Alors, je suis journaliste, c'est ennuyeux de dire ça, mais il n'y a pas de raison de donner de l'argent à des journaux. Le Monde s'en sortira, il y a des millionnaires derrière. Oui. C'est Libération. S'il n'y a plus d'aide, c'est Libération qui n'existe plus en kiosque demain. C'est Kretinsky quand même, c'est un actionnaire assez fort, monsieur Kretinsky. Mais Libération est perfusée depuis des décennies. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que la presse française doit être perfusée avec des subventions? Non, pas pour une raison démocratique. C'est qu'un journal n'existe que par ses lecteurs. Sinon, c'est une presse d'État. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit aux Français de décider quel journal il a envie de subventionner. Il n'y a pas de subvention à avoir. Moi, je suis libéral. Il n'y a pas de subvention pour Europe 1. Il n'y a pas de subvention pour CNews. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est la loi du marché, c'est Schumpeter. C'est toujours pareil. Alors là, vous dites adieu, par exemple, à la presse papier. Parce que les Français... S'il n'y a pas de lecteur. Mais de toute façon, il y en a déjà pas. C'est la question du format. Il y en a déjà pas. C'est-à-dire que la presse dont on parle... Par exemple... On va parler du Nouvel Obs 2 secondes. Le Nouvel Obs a fait sa une sur vous. Avec votre serviteur. Je crois que c'est 15 000 ou 12 000... Mais vous rendez-vous compte? C'est 15 000 ou 12 000 personnes qui le... C'est très à 9h du matin, il y a combien de personnes devant votre émission? Et c'est pourquoi je me suis interrogé pour savoir si je le montrais ou pas. Vous avez raison. C'est pas la peine de vous remercier, monsieur Pigasse. Je suis sûr qu'il fera un record. Franchement, comme complément d'enquête a fait 1 million quand il parle de nous. Mais pourquoi complément d'enquête, les meilleurs scores, c'est Cyril Hanouna, Le Puy du Fou, CNews. C'est les meilleurs scores. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est intéressant. Parce que le Puy du Fou, c'est le parc français qui fait le plus d'entrées. Parce que CNews, c'est la chaîne info qui fait le plus de téléspectateurs. Et parce que Cyril Hanouna, c'est l'un des phénomènes télé les plus importants des 20 dernières années. Voilà pourquoi. Bon, il est 17h12. On va marquer une pause et on va parler de Christine Albanel. Elle est présidente du comité d'éthique de France Télévisions. Elle était auditionnée ce matin par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Elle a reconnu avoir rendu son avis sur l'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand, de façon rapide, ce qui nous a quand même interpellés. Alors Christine Albanel, Christine Albanel, elle est présidente du comité d'éthique de France Télévisions. Elle était auditionnée ce matin par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Elle a reconnu avoir rendu son avis sur l'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand, de façon rapide. Écoutez Charles Aloncle, qui est le député UDR, et Christine Albanel. Vous expliquez que vous n'avez pas eu accès à l'intégralité de la séquence et pourtant, dans votre avis, vous dédouanez en quelque sorte Monsieur Cohen, mais sans le dédouaner totalement, parce que vous dites on ne peut pas affirmer au vu de cette séquence tronquée qu'il avait d'autres objectifs, Monsieur Cohen, que l'exercice de son métier. Est-ce que vous pensez que, dans votre rôle de présidente du comité d'éthique, n'ayant pas eu accès à l'intégralité de l'enregistrement et expliquant que, selon vous, on ne peut pas affirmer qu'il n'exerce d'autres rôles que celui de son métier de journaliste, est-ce que vous avez conscience qu'avec cet avis-là, ça a disculpé la direction de France Télévisions et ça a protégé M. Legrand, alors même que vous nous avouez que vous n'avez pas eu accès à l'intégralité de l'enregistrement? C'est-à-dire, le contexte de cette affaire, c'était une grande émotion, c'était un grand déferlement, etc. Et on a souhaité rendre un avis rapide, en fait. Et, il n'y a pas eu encore le conseil d'huissier. Non, et d'ailleurs, on l'a rendu avant le conseil d'huissier. C'est-à-dire à un moment où on savait qu'il y avait eu possiblement montage, mais pas d'avantage. C'est pourquoi, après il y a eu le conseil d'huissier, moi j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux par rapport à la séquence. Et du coup, on n'est pas revenu sur cet avis. Mais le souci, c'est qu'il a été fait rapidement à cause de cette montée considérable
qu'on pouvait observer à ce moment-là. En réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, il y a beaucoup d'honnêteté d'abord de Madame Albanel. C'est ça qui est tout à fait ce qu'il faut remarquer en premier. Oui, c'est ça. C'est même troublant. Parce non, c'est très honnête, c'est transparent. On dirait qu'elle découvre presque. En tout cas, elle dit les choses. Elle dit voilà. C'est la définition d'un naufrage, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer qu'il y a une vidéo qui est tronquée, et puis ensuite il y a un constat d'huissier qui vous explique qu'il n'y a pas de vidéo tronquée, mais qu'ils ont voulu réagir à la hâte face à l'émotion, alors qu'on attend des hauts dirigeants justement qu'ils prennent la mesure de la situation, qu'ils attendent peut-être avant de réagir, avoir tous les éléments afin de déterminer si oui ou non il y a vidéo tronquée. Donc effectivement, très honnête, Madame Albanel. Je note une chose, c'est que le rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire fait un travail chirurgical. Oui. On n'est pas du tout dans la commission procureur que certains avaient pu faire l'année précédente, qui a complètement démonétisé, décrédibilisé les commissions qui étaient portées par un certain reporter de la France Insoumise dont le nom m'échappe, mais bon. Monsieur Saint-Toul. Voilà, Monsieur Saint-Toul. Le rapporteur. Le rapporteur. Le commissaire politique. Et donc là, Charles Lalonde fait un boulot qui est, je peux vous dire, c'est Pourquoi vous dites très qu'elle n'est pas honnête? Moi, j'ai l'impression qu'elle est honnête, qu'elle dit les choses avec clarté. Le meilleur moyen, quand on est de mauvaise foi, pour apparaître de bonne foi, c'est de reconnaître qu'on a été de mauvaise foi. Elle utilise tout simplement cette rhétorique. C'est compliqué votre truc. Ben non, c'est pas mal, mais ça. Je cherche oui, on a décidé assez rapidement, je le reconnais, oui, elle reconnaît. Et puis après, on a appris avec les éléments, oui, je reconnais. Mais on n'est pas revenu sur la décision qu'on avait prise parce que pour nous, il n'y avait pas d'éléments différents, voilà. Donc, je suis d'une parfaite bonne foi puisque je reconnais ma mauvaise foi, voilà. Et tout le monde gobe ça, quoi. Il faut juste dire que le patron de l'Incorrect, Arthur de Vatrigan... On va l'écouter dans une seconde. Voilà, donc c'est le média qui a publié la vidéo de Patrick Cohen et Thomas Legrand avec les apparatchiks du Parti Socialiste, s'est retrouvé devant les policiers aujourd'hui. Oui, ça a été assez vite, là. Visiblement, il y a des affaires qui vont vite. Donc c'est Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Il a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Alors, au-delà des policiers, parce que c'est pas les policiers qui sont importants, ce qui est intéressant, voilà, c'est le parquet qui a diligenté cela. Écoutez monsieur Arthur de Vatrigan qui nous fait un compte-rendu de ce qui s'est passé dans le commissariat. Chers amis, je sors donc d'un commissariat où j'ai été longuement auditionné par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Voici donc les suites de l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen, parce qu'en effet, les deux journalistes ont donc bel et bien porté plainte. Alors, le parquet ambitionne ou réfléchit à me poursuivre pour 3 infractions. Je vous les lis. La première, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne. La deuxième, utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Et je garde la meilleure pour la fin, publication, diffusion, reproduction d'informations de fausse nature qui peut troubler la paix publique. Alors celle-là, je vous l'avoue, c'est ma préférée. Sachez que les vidéos que vous avez vues, non seulement troublent la paix publique, mais en plus ne sont pas vraies. Et oui. Donc monsieur Cohen et monsieur Legrand n'ont pas discuté de stratégie politique avec les huiles de PS. Monsieur Legrand n'a pas dit qu'il faisait ce qu'il fallait avec Patrick Cohen pour Rachida Dati à Paris. Monsieur Legrand n'a pas dit, sans que Patrick Cohen ne bronche, qu'en cas de second tour, Glucksmann, Le Pen, qu'allait faire le marais centre-gauche, centre-droit. Heureusement, ils écoutent France Inter. Ils écoutent en masse. Donc voilà, on peut s'interroger finalement du timing de cette convocation. Décryptage avec Gilbert Collard. Que pensez-vous de ces motifs de poursuite du parquet? Pour l'instant, le parquet ne poursuit pas encore. Attention, il est dans la phase de l'enquête préliminaire. Mais ce qui est, à mes yeux, scandaleux, c'est cette capacité qu'on a donnée maintenant au procureur de mettre en situation de suspicion n'importe qui en le convoquant. Il fut un temps où il fallait que ce soit un juge d'instruction qui décide d'une mise en examen, de poursuite. Sous Sarkozy, je crois, on a supprimé ça. Et on a donné au procureur, qui est un agent du pouvoir. En droit, on définit le procureur comme le cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et la justice. C'est la définition qui est donnée dans les manuels. Bon. Et on lui a donné un pouvoir de vous convoquer demain pour un motif qu'il pourra abandonner par la suite. L'homme qui est devant vous a été poursuivi pendant 8 ans avec Marine Le Pen pour propagande terroriste.
à propos du fameux tweet concernant Bourdin. Tout le monde l'a oublié, mais bon, on a été relaxé. Mais pendant 8 ans... Vous nous direz ce que c'est, parce que moi j'ai déjà oublié, puis c'est la pause. On a été persécuté pendant 8 ans. Alors,